Public Sénat, avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, présente Salon ouvert. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Public Sénat pour ce nouveau numéro de Salon ouvert, toujours en direct du Salon international de l'agriculture. Vous le savez, toute la rédaction de Public Sénat se mobilise pour vous faire vivre pendant 4 jours ce salon avec nos équipes. On retrouvera d'ailleurs sur place Alexandre Poussard et Tam Tranui. Dans un instant, ils arpentent pour nous les allées de ce salon à la rencontre des exposants et du public, toujours plus nombreux chaque année. Cet après-midi, on va parler des circuits courts. Est-ce la bonne recette? On constate un réel engouement des Français pour ce nouveau mode de consommation. Est-ce vraiment la solution, une évolution positive à la crise que traverse le monde agricole? Ce sera le thème de cette émission dans un instant. Mais vous le savez, le Salon de l'agriculture, c'est aussi un passage obligé pour les politiques. Cet après-midi, c'est Dominique Bussereau, le président de l'Assemblée des départements de France, qui est présent. Il était au micro de Tam Tranui. Je vous propose de l'écouter. Dominique Bussereau, bonjour. Quel message êtes-vous venu adresser aux agriculteurs, vous, le président de l'Assemblée des départements de France, mais aussi l'ancien ministre de l'Agriculture? C'est un message de confiance, d'amitié de l'ancien ministre de l'Agriculture, mais aussi de tous mes collègues qui m'entourent, président ou vice-président de département. Dans tous les départements, même les départements de l'Île-de-France, l'agriculture est une activité essentielle. Sans agriculture, il n'y a pas de nourriture des Français des villes. Et sans agriculture, il n'y a pas de vie des espaces ruraux qui les entourent. Donc l'agriculture, c'est l'ADN de la France. Et chaque Français a d'ailleurs un lien avec le monde agricole, familial, qui fait qu'il est particulièrement attaché à nos productions. Comment jugez-vous aujourd'hui la situation des agriculteurs et jugez-vous que le projet de loi Egalim est à même de réellement répartir la valeur aujourd'hui, notamment pour une juste rémunération des agriculteurs? Ça, écoutez, c'est une question qu'il faut poser aux agriculteurs eux-mêmes parce que certains attendent encore les résultats réels de ce projet de loi, de cette loi maintenant, qui va dans la bonne direction. Je crois que le plus important pour eux, c'est la réforme de la PAC. Et j'ai une inquiétude sur la réforme de la PAC, c'est que nous avions toujours eu une alliance très forte avec l'Allemagne et une Allemagne très puissante au sein de l'Europe. Et donc chacun avec notre groupe d'alliés, de l'Est, du Sud, de Méditerranée, nous pouvions influer sur la politique agricole commune. J'ai peur que maintenant que l'Allemagne est un peu affaiblie politiquement, moins allante sur les questions européennes, j'ai peur pour cette réforme de la PAC. Donc je sais que le président de la République a confirmé ici son engagement. J'ai aucune raison de ne pas lui faire confiance. Il va falloir une mobilisation de la nation tout entière. Parce que si la PAC de demain n'était pas adaptée au maintien de notre système agricole, ce serait une crise économique et sociale terrible pour notre pays. Un mot pour conclure, Dominique Bussereau, puisque notre émission porte sur la question des circuits courts. Est-ce que pour vous, les circuits courts, c'est aujourd'hui l'avenir de l'agriculture française? Si vous voulez, c'est un avenir pour les agriculteurs eux-mêmes qui peuvent valoriser, vendre directement, rapidement et mieux leurs produits. Mais nous aussi, collectivités, ça nous intéresse. Nous devons nourrir des collégiens, nous devons nourrir des personnes âgées, nous devons s'assurer de la bonne santé à tous les âges de la vie. Et donc, nous avons vraiment besoin des circuits courts pour améliorer ce que nous donnons à manger tous les jours dans nos départements. Donc les départements sont engagés par Agri-Local, par d'autres initiatives en matière agricole et en matière de circuits courts. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Dominique Bussereau. Merci à vous, Tam, pour cette réaction. Et puisqu'on parle des circuits courts, je le disais, c'est le thème de cette émission cet après-midi. On va en parler avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Didier Mandelli. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes sénateur LR de la Vendée. Sur ce plateau également, Marie Dehaene, merci d'être avec nous. Vous êtes agricultrice urbaine sous les fraises. C'est votre label. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit dans un instant. J'accueille également Charles Guiriec. Bonjour, vous êtes fondateur de Poiscaille. C'est un réseau de circuits courts qui concerne justement les fruits de mer et autres poissons. Vous nous avez d'ailleurs apporté un échantillon de ce que vous proposez aux consommateurs. On va en parler dans cette émission. Sur ce plateau également, Yuna Chifolo, vous êtes chercheuse à l'INRA, auteur de cet ouvrage, Les circuits courts alimentaires entre marché et innovation sociale aux éditions RS. Merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Sandrine Chek est également sur ce plateau, fondatrice et gérante de l'épicerie des environs. Bienvenue
bienvenue à vous. Et puis Raymond Vall, sénateur RDSE du Gers, c'est également avec nous. Bonjour monsieur le sénateur. On disait, parce qu'on va parler des circuits courts, est-ce que c'est vraiment la bonne recette aujourd'hui à cette crise que peut connaître le monde agricole? Mais avant cela, autre réaction des politiques au micro de Tam Tra Nuit, le président du MoDem, François Bayrou, écoutez. François Bayrou, quel message êtes-vous venu adresser aux agriculteurs au sein de l'agriculture? Ce n'est pas un message que je suis venu adresser, c'est un message que nous sommes venus recevoir d'eux. Vous savez, l'agriculture en France est très très important, pas seulement par le nombre des agriculteurs. Ça a été pendant longtemps la profession la plus nombreuse dans le pays. Mais ce n'est pas ça la question, c'est que tous les Français ont un lien ou ont envie d'avoir un lien avec les agriculteurs, avec la nature, avec l'élevage, avec les animaux et avec cette profession qui fait que la nature et l'homme sont en liaison. Et tout le monde sent bien que c'est une profession aujourd'hui en situation de basculement, avec beaucoup de changements. Et les Français ont envie que ça se passe bien avec eux. Et tout le monde voit bien aussi que c'est une question reliée à l'Europe, parce que c'est l'Europe qui permet aux agriculteurs de vivre. C'est en tout cas le fait qu'ils puissent avoir accès au marché des autres pays, avoir les mêmes règles que les autres pays. En tout cas, ça devait être comme ça. Êtes-vous inquiet par rapport à la PAC? On a entendu Emmanuel Macron ce week-end appeler à une Europe très forte sur la question agricole, mais on le sait, avec le Brexit, cela peut être très compliqué. J'ai beaucoup aimé le discours d'Emmanuel Macron, parce que j'ai beaucoup aimé qu'il dise qu'il était un patriote de l'agriculture. L'agriculture française, elle ne ressemble pas exactement aux autres. C'est une agriculture souvent familiale, des exploitations familiales, et puis c'est une agriculture qui a conservé des traditions, qui n'est pas ferme de 10 000 vaches, de 10 000 porcs ou de 50 000 porcs. Non, c'est une agriculture qui a aussi des traditions. Et Emmanuel Macron, le président de la République, l'a dit très bien. Et donc, on a besoin de ça. Alors, s'il y a des inquiétudes, oui, le Brexit, tous ceux qui disent on peut sortir de l'Europe facilement, qui regardent ce qui se passe en Angleterre. Et donc, avec le Brexit, oui, il y a des difficultés qui se présentent, et des difficultés y compris pour notre agriculture, mais de tout ça, on va s'en sortir si on garde le lien avec les agriculteurs. On sent votre amour pour l'agriculture. L'agriculture, ça fait partie de votre ADN, de votre famille. Vous-même, vous êtes agriculteur, éleveur. Quel regard portez-vous sur l'agribashing, le fait que certains agriculteurs aujourd'hui ne soient pas appréciés, qu'il y ait une tendance à les dénigrer, notamment de la part des gens des villes, entre guillemets? Si vous vous retournez, vous allez voir au Salon de l'agriculture des dizaines de milliers de personnes aujourd'hui. Peut-être au bout du compte, on en aura 700 ou 800 000. Vous voyez bien que le lien n'est pas rompu. Alors il y a des gens qui font de la polémique parce que c'est leur manière de s'affirmer, de faire de la polémique. Mais tous les Français comprennent très bien que sur ce sujet comme sur d'autres, on est obligé de se serrer les coudes. Si on ne le fait pas, on est devant une catastrophe qui va nous être profondément blessante et pénalisante. Et donc, moi, je suis plus optimiste que ça. Je pense que tous ceux qui dénigrent l'agriculture se trompent et que s'ils allaient voir, alors ils découvriraient une profession, une activité qui est plus proche de ce qu'ils voudraient que des critiques qu'on lui adresse. Merci beaucoup François Bayrou d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. Ils sont désormais 16% des Français à être adeptes de ces circuits courts. 8 sur 10 pensent que manger local peut d'ailleurs réduire l'impact sur l'environnement. Alors comment faire pour que chacun puisse vraiment consommer des produits fabriqués près de chez soi? Regardez ce reportage de Jérôme Rabier qui s'est rendu à quelques kilomètres d'Annecy. À 29 ans, Jean-Robert Martel est depuis déjà 5 ans à la tête de son exploitation maraîchère. À portée de regard d'Annecy, il a choisi de cultiver des légumes malgré un terrain et un climat moins propice qu'ailleurs. Justement car la demande locale est forte. Je suis installé sur une exploitation familiale qui produisait avant du lait. On avait une production avec 150 vaches laitières et moi je me suis installé et j'ai changé de production.
pour m'adapter à l'urbanisation et puis m'adapter à la demande du coin. Aujourd'hui, il a plusieurs salariés, le maraîchage demandant une main-d'œuvre importante. Et il s'est dès le départ orienté vers la vente directe en circuit court, d'abord par pragmatisme. Du coup, Fanny, tu vas planter les choux avec Mathilde et puis les 3 autres, vous allez ramasser de la mâche dans la serre tout au fond là-bas. Okay. Le souci un peu de la terre qu'on peut avoir, c'est qu'on n'aura pas de la terre, on n'aura pas des légumes super jolis comme on peut trouver, très calibrés comme en grande surface. En s'installant en légumes, je sais que je n'avais pas le choix de partir sur de la vente directe parce qu'en grande surface, les critères auraient fait que j'aurais pas pu vendre la moitié de ma production, quoi. Et alors que les légumes, c'est juste un côté esthétique où la carotte sera pas forcément droite, mais au niveau de la vente, au niveau du goût, il n'y aura pas de changement. Une grande partie de son temps, Jean-Robert Martel est donc sur son exploitation, mais une fois ses produits sortis de terre, place à la vente. Il y a 5 ans, il s'est associé avec 12 autres producteurs pour monter un supermarché pas vraiment comme les autres, qu'ils ont appelé C'est nos terroirs. C'est lui qui fournit le stand de légumes du magasin, situé à moins de 3 km de son exploitation. Difficile de faire plus local. Et pour Jean-Robert Martel, c'est une deuxième journée qui commence. Chaque producteur associé tient le magasin un tour de rôle, 2 à 3 demi-journées par mois. Et donc bon, voilà, aujourd'hui c'est moi qui suis de permanence et voilà, je fais la vente. Donc la différence quand on est ici par rapport à la vente à la ferme, c'est qu'ici il faut connaître tous les produits, tous les producteurs associés et arriver à conseiller les clients sur l'ensemble des produits. Accompagnés de salariés, les producteurs assurent ici la vente, ce qui permet d'échanger avec les clients, toujours avides de savoir la provenance des produits. Là, je vois que vous preniez des pommes de terre, ouais, donc les pommes de terre sont produites sur Sénaux. Moi, je suis installé sur Sénaux, donc elles sont à 3 km d'ici. C'est bien. Voilà. C'est bien de connaître. Ouais. C'est bien, c'est bien. L'intérêt aussi pour moi, c'est les circuits courts, les producteurs locaux. C'est pour ça que je viens jusque-là, ouais. Un investissement en temps pour Jean-Robert Martel, mais compensé financièrement par un revenu plus de 2 fois supérieur à ce qu'il pourrait tirer d'une vente à la grande distribution, alors que le prix en magasin est quasi identique. Prochaine étape pour lui, la conversion à l'agriculture biologique, entamée il y a peu et qui se concrétisera dans 2 ans, pour offrir à ses clients des légumes locaux et bio, à 2 pas du lieu de production. Sandrine Check, vous vous retrouvez dans ce qu'on vient de voir, dans ce reportage qui traduit cet engouement, je le disais, des Français justement à consommer local? Je m'y retrouve en partie, puisque moi je suis un intermédiaire je ne suis pas une agricultrice qui propose des produits en direct, mais je travaille en direct avec des producteurs. Donc je m'y retrouve au moins sur ce que vient de dire ce producteur qui explique que lui, ou en tout cas le commentaire expliquait qu'il s'y retrouvait financièrement en réduisant le nombre d'intermédiaires. Donc moi, c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai choisi aussi de travailler en direct avec des producteurs, c'est de permettre de leur assurer un revenu correct. D'ailleurs, moi, je ne négocie pas les prix, c'est eux qui me donnent leur prix. Et donc je répercute après. Voilà, en limitant le nombre d'intermédiaires, on assure un prix de vente correct pour les producteurs. Quand on parle de circuit court, quelle est la distance justement entre le producteur et le distributeur que vous représentez sur ce plateau, si on peut parler vraiment de distributeur? Après, ça dépend, parce que je pense que, mais madame certainement le précisera tout à l'heure, circuit court, il y a la question du nombre d'intermédiaires, qui n'est pas forcément une question de distance, et il y a la question aussi de la distance, mais ce sont 2 questions différentes. Je pense que, ayant travaillé là-dessus, vous y reviendrez tout à l'heure. Moi, je travaille avec des producteurs en direct dans une zone de 200 km. Pour moi, ça, c'est du local. Après, il peut y avoir du circuit court, être en direct avec des producteurs qui vont être plus loin, mais sans intermédiaire aussi. Donc je pense qu'il faut distinguer aussi les deux notions. Des précisions, Yuna Chifolo, quand on parle de circuit court, où est-ce qu'on place le curseur justement en termes de kilomètres et de produits justement concernés par ces nouveaux modes de consommation?
Alors les circuits courts, à la fois, ils sont pas nouveaux en France, puisqu'ils existent depuis longtemps, mais ce qui est nouveau, c'est que depuis 2009, on a une définition officielle en France. C'est d'ailleurs un des seuls pays à s'être doté de cette définition et puis d'un plan d'action derrière, donc à l'initiative de Michel Barnier à l'époque, ministre de l'Agriculture. Et donc l'idée, c'est effectivement un intermédiaire au plus entre producteurs et consommateurs, alors indépendamment de la distance. Parce qu'à la fois, c'était contre-productif de dire c'est 100 km, mais en même temps, celui qui a 101, il aurait été exclu, que les territoires ne sont pas les mêmes. Dans certaines régions, 30 km, on peut tout trouver. Dans d'autres, il faut aller un peu plus loin. Pour autant, par pragmatisme, et aussi par souci de faire vivre les territoires qui les entourent, quand même, la plupart des circuits courts essaient quand même d'être au plus près. Charles Guirec, vous avez fondé Poiscaille sur le modèle de ces paniers de fruits et de légumes que l'on connaît un petit peu plus. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous lancer dans ce projet? Alors moi j'étais dans une AMAP où on faisait des fruits et légumes et j'ai toujours dit on va mettre du poisson parce que je connaissais des pêcheurs et moi je suis ingénieur halieutique, donc spécialisé en pêche. Et j'ai jamais réussi à ramener en région parisienne un pêcheur ou un gramme de poisson. Donc j'ai fini par le faire. Et en fait, on voit qu'il y a un besoin. Les pêcheurs sont assez loin en distance des villes. Et donc, nous, notre boulot, c'est de les connecter aux consommateurs. Donc, on est l'intermédiaire dans ce circuit court. Le poisson, il n'est pas disponible partout. Et donc, on l'apporte aux consommateurs direct du pêcheur. Comment cette initiative a-t-elle été accueillie? On parlait de cet engouement des Français, justement, pour ces produits issus des circuits courts. Il y avait une demande pour le poisson et les fruits de mer en particulier? Ah oui, je pense que dans les villes, il y a un vrai problème de disponibilité du poisson et d'un poisson de qualité. En plus, une méconnaissance de ce produit-là. Donc nous, les gens nous aiment bien parce qu'on est l'alternative, on est un peu bio-cool. Mais en fait, au bout d'un moment, ils disent mais en fait, c'est trop bon ce que vous faites. Parce qu'on est sur nos critères de fraîcheur, de durabilité et d'éthique qu'on garantit. C'est ça l'avantage du circuit court, c'est que nous, on peut imposer nos critères et les garantir parce qu'on les connaît, on connaît les pêcheurs avec qui on travaille. Et la transparence est le gage de confiance. Alors justement, avant de vous donner la parole, on va retrouver Alexandre Poussard puisqu'il est dans les allées de ce salon à la rencontre justement des exposants et qui pratiquent ces circuits courts. Un exemple avec vous, Alexandre Poussard, notamment en Ile-de-France. Et oui, je suis avec des professionnels qui ne travaillent qu'avec des produits parisiens et notamment avec un maraîcher, Fabrice. Alors on peut faire beaucoup de choses dans les Yvelines, là où vous avez votre exploitation. Oui, bien sûr. Donc par exemple, c'est de la betterave, c'est facile à faire, mais on peut faire de la racine de persil, de la carotte rose, la carotte toute bicolore, blanche, la classique bien sûr, tout ce qui est chouquel, des courges, etc. Là, c'est la saison d'hiver, donc après on peut faire plein de choses au printemps, comme les radis, toutes les couleurs, plein de choses, des fraises, des machins, tout pousse en Ile-de-France, tout. Et alors vous êtes vous installé dans cette exploitation maraîchère depuis une petite vingtaine d'années. Comment vous avez senti l'évolution de l'activité et de la demande locale? Alors j'ai pas senti l'évolution, c'est-à-dire que mes parents n'étaient pas maraîchers. Donc moi je me suis lancé dans le maraîchage en me disant si je fais pas des choses qui sortent de l'ordinaire, je pense que je vais pas y arriver. Puis en plus ça me plaisait pas de faire de la carotte orange, je préférais faire des légumes un peu qui sortent de l'ordinaire. Voilà, ça m'a permis de percer un petit peu, voilà, c'est vraiment quelque chose de... En plus ça me fait plaisir de faire de la carotte rose, vous voyez. Voilà. Et alors vous travaillez en circuit court et vous travaillez avec des professionnels de la région d'Île-de-France, notamment des restaurateurs. Et Alain, vous êtes restaurateur à Paris et vous travaillez avec les produits de Fabrice. Oui, je suis restaurateur à Paris et ce qui est important pour nous, en plus quand on est maître restaurateur, c'est de travailler locavore. Et j'ai eu la chance de rencontrer Fabrice l'année dernière. Notre histoire est récente et en même temps longue. Depuis un an, on travaille ensemble et de travailler avec des produits, je dirais locavore, des produits comme ça, de cette qualité-là, pour nos clients, c'est très important. Aujourd'hui, les clients veulent être rassurés. On voit les problèmes qu'il y a eu récemment sur certains aliments. On ne va pas revenir en arrière. Mais donc, les clients, quand ils rentrent dans un restaurant, ils veulent savoir deux choses. La première chose, s'il y a un pilote dans l'avion, c'est-à-dire s'il y a un cuisinier. Et la deuxième chose, d'où viennent les produits. Et plus ça vient de près, plus c'est autour, plus c'est locavore, plus ils sont rassurés. Et quand on fait du locavore, on travaille aussi pour l'environnement, puisqu'on travaille contre
pour l'impact carbone. L'impact carbone, vous savez que c'est très important. Moi, je préfère faire venir mes légumes de 30 km de mon restaurant que d'Argentine ou d'autres pays de l'Est ou des pays d'Amérique du Sud. Bref, c'est mieux de faire venir les produits tout près de son restaurant. Et alors justement, quelle recette vous faites avec les produits de Fabrice? Je fais beaucoup de choses. Je fais d'abord des salades de panais, des salades de panais avec de l'huile de chanvre d'ailleurs que je prends aussi ici. Mais je fais aussi des soupes de choucal. Il a des choucals magnifiques, on ne sait pas assez. Et on travaille avec le racine de persil ou persil racine. Et ça, le persil racine, c'est magnifique. Ça a un goût sucré. Et quand on fait découvrir en plus des vieux légumes ou des légumes qui sont traités comme il les traite, parce que le problème, c'est qu'on sait qui il est et on sait qu'il aime ses légumes. Donc nous, on a tout intérêt à faire bien, parce qu'autrement, on va gâcher tout le boulot qu'il a fait derrière. Donc on a une responsabilité aussi par rapport à lui. Comme il fait des beaux légumes, on a intérêt à bien travailler. Donc tous ces produits, on les travaille. On travaille le rutabaga. Le rutabaga, je le mets dans le pot-au-feu. Et le rutabaga, c'est un légume qui a eu un déficit de notoriété après la guerre. Mais tout ça, c'est du passé. Et les rutabagas qu'il me fait ont un goût extraordinaire. Les topinambours que l'on voit à côté, magnifiques également. Donc tout ça, c'est des beaux produits. Et c'est des produits locavores. Donc évidemment, c'est très très intéressant pour nos clients. Et les Franciliens apprennent, une bonne fois, ils apprennent que nous sommes la plus belle ferme de France, la plus grande ferme de France. Très bien. Merci beaucoup Alain et Fabrice de nous avoir montré qu'on peut produire et cuisiner local en Ile-de-France. Merci beaucoup Alexandre Poussard. Justement, Marie Dehaene, vous êtes ce qu'on appelle agricultrice urbaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité ? Oui, alors en effet c'est un métier qui est assez nouveau, qui pose pas mal de questions. Alors déjà on est une équipe, parce que nous on conçoit nos fermes, on les installe et derrière on les exploite. Donc forcément ça fait appel à des métiers très différents. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, la partie exploitation, c'est bien sûr du maraîchage, mais c'est aussi de la vente, puisque on vend en direct à la fois des produits frais, à la fois des produits d'épicerie. Et pour ça on a plusieurs réseaux. Donc c'est une multitude de métiers. Tous en un pour justement jouer sur le côté local, à la fois bien sûr le nombre d'intermédiaires, on est souvent en direct, et la distance, puisqu'on on arrive parfois à être vraiment parisien par exemple. Avec une particularité, vous êtes présent sur les toits d'un grand magasin, qu'est-ce que vous faites ? Alors en effet, on a commencé à Paris sur le toit des Galeries Lafayette Haussmann. Aujourd'hui, on est sur plusieurs grands magasins ou centres commerciaux. Ça nous permet, au-delà d'avoir accès à des grandes surfaces, de pouvoir vendre directement, puisqu'on a des lieux de vente juste en dessous. Donc même si on vend en ligne, on vend à la ferme, ça permet aussi d'avoir accès à des espaces de vente, des corners où on explique. C'est autant de la vente que des explications, puisque les gens sont très curieux du métier, sont très curieux des produits, pourquoi on le fait. Donc c'est vrai que c'est aussi utile ces endroits où on peut dire que ça a poussé sur le toit, c'est nous qui l'avons fait pousser. C'est devenu un argument de vente, justement, de dire que ça pousse justement à quelques mètres au-dessus de nos têtes ? Oui, comme disait le chef juste avant, les gens ont envie d'être rassurés, plus c'est local, moyen d'intermédiaire, en général, plus les gens sont rassurés. Donc c'est sûr que c'est rare en fait de pouvoir acheter directement à la personne qui produit, surtout en zone très urbaine. Ouais. Didier Mandelli, quel regard portez-vous sur ces nouvelles pratiques qui se développent et on le voit qui sont plébiscitées par les consommateurs ? Écoutez, je crois que d'une part, elles ne sont pas nouvelles, effectivement. C'est important de faire le distinguo entre les circuits de proximité et les circuits courts. Moi, le regard que je porte, c'est celui sur une agriculture qui évolue, qui s'adapte aussi, qui permet de retisser du lien entre le consommateur et le producteur, de rassurer l'un, et puis donner surtout du sens au travail de l'autre, qui longtemps était un fournisseur, un producteur, mais dont le métier était un peu désincarné. Et là, avec ce contact direct, soit avec le consommateur ou avec les gestionnaires de restauration collective, municipalités et autres, collèges, lycées, eh bien, ça permet de redonner du sens à la production, de la relocaliser. C'est du développement local, ce sont des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et quelquefois, pour une exploitation où on produit et on vend en direct, c'est 4 emplois contre un emploi dans une exploitation classique. Donc c'est aussi, je le répète, de l'emploi local non délocalisable, c'est du développement tout simplement pour une agriculture de proximité. Raymond Val, c'est une évolution positive de l'agriculture aujourd'hui, le développement de ces circuits courts ? Bien sûr. Et du coup, je crois qu'il nous appartient de développer des cadres qui favorisent ce développement. C'est ce qu'on a fait, par exemple, sur Toulouse.
où à travers un contrat de réciprocité entre la métropole et les territoires ruraux, on a établi aujourd'hui 3 sortes de circuits. Le premier, en vendant directement dans les repas de la métropole. Une métropole comme Toulouse avait 800 000 habitants, confectionne aujourd'hui 75 000 repas par jour. Et donc nous avons mis directement en connexion les producteurs avec donc ces productions de repas. Le deuxième, c'est d'avoir accès au marché d'intérêt national de Toulouse, où là aussi, grâce à ce contrat de réciprocité, nous avons pu gratuitement faire pénétrer ces produits de filière courte sur ce marché. Et enfin, on développe un commerce équitable, nord-nord, puisque une société équitable, aujourd'hui, avec une nouvelle image paysan d'ici, bien en grande et moyenne distribution, en évitant que ces produits soient pris en charge par des intermédiaires, dont écoulent directement ces produits de paysans d'ici. Donc 3 circuits qui font qu'aujourd'hui, face à cette métropole, nous nous organisons pour pouvoir donc non seulement produire ces produits de l'agriculture biologique ou des produits d'agriculture raisonnée, mais nous avons ici réussi à mettre ensemble avec la métropole un incubateur en agroécologie pour aider à cette transition agricole. Eh bien, on va revenir à cette question des aides mises en place par les collectivités pour développer justement ces circuits courts. Mais avant cela, on vous retrouve Alexandre Poussard. On fait un petit tour par le département de l'Ardèche avec un producteur de laine. Alexandre, c'est à vous. Oui, Delphine, avec Frédéric Zam, qui est de la société coopérative Ardelaine, qui développe toute une filière de la laine, du mouton jusqu'au pull. C'est vraiment de la production locale et du circuit court. Oui, c'est du court-circuit. Nous, on tond les moutons en Ardèche. Donc on passe chez nos éleveurs, on travaille avec à peu près 190 éleveurs dans toute l'Ardèche, on a un élevage en Lozère aussi, un peu en Haute-Loire. Et donc principalement c'est une race locale, c'est la blanche du Massif central. Donc c'est une laine qui est très très blanche, hein. On peut voir mon collègue qui est en train de filer, là, c'est une laine particulièrement blanche naturellement. Et on l'utilise beaucoup dans nos matelas. Donc on confectionne les matelas, on confectionne les couettes, on fait aussi tous les vêtements. Donc principalement on est basé à Saint-Pierreville. Après, on a aussi un atelier à Valence. Donc, ouais. Alors, une fois qu'on a tondu le mouton, après, même le tricotage, il est fait localement. Le tricotage, donc nous, on tond. Après, c'est lavé par un collègue à nous. Et après, on a un collègue qui est à Roanne. Et lui, donc, il va faire tout le tissage, tout le tricotage, pardon. Et donc, il nous fait les toiles. Après, les toiles sont coupées. Et ça va à Valence, dans notre atelier. Hein, c'est toujours Ardelaine. Et là, c'est découpé et c'est assemblé. Voilà. D'accord. Atelier de fabrication à Valence. Et après, la commercialisation, comment ça se passe? Alors pour la commercialisation, on a fait un choix de tout commercialiser en direct. Donc on a un magasin chez nous à Saint-Pierreville. Sinon on se déplace dans toute la France, du nord au sud, à l'est, à l'ouest, en Bretagne. Et on va dans les magasins bio principalement parce que la laine n'est pas traitée naturellement. Nos cotons sont bio, qu'on utilise pour les matelas. Et sinon c'est vente par correspondance. Ouais. Et alors vous parliez de votre village en Ardèche de Saint-Pierreville et votre société, elle fait vivre le village, c'est un peu un poumon économique. Alors oui, c'est un poumon économique pour le village. Depuis 82, hein, on a commencé avec un coopérateur. Aujourd'hui, on est 48 coopérateurs et sur la saison, on monte à 60 personnes. Donc du coup, on accueille aussi beaucoup de personnes. On a un restaurant chez nous, on a 2 musées aussi, on fait visiter la coopérative. On parle aussi de l'histoire de la laine. Donc c'est vraiment un pôle d'accueil et puis 48 personnes qui travaillent dans un village de 490 habitants, ça fait quelque chose, quoi. On a une école où il y a encore des enfants, c'est rempli, il y a une vie, quoi. Pardon, ça permet vraiment une vie locale. Vous le disiez, dans les années 80, vous étiez bénévole et maintenant ça marche, il y a des salariés. Ouais, alors ça a commencé en 82 et les fondateurs, en fait, c'était une bande d'amis, quoi. Ils ont découvert ça dans les années 70. Bénévolement, ils ont restructuré le lieu parce que c'était une filature qui était abandonnée depuis 20 ans. Et après, ils se sont formés au métier de la laine, ils ont pris contact avec les éleveurs qui jetaient cette matière, qui est très noble en fait, hein, et qui est très écologique. Et après, ils se sont formés pendant 10 ans bénévolement et après, ils ont continué à travailler. Très bien. Et même vos mannequins sont locaux? Nos mannequins sont locaux, c'est des coopérateurs qui sont dans le catalogue, qui sont aussi sur le stand en photo. Et les amis, voilà, et même mon chien fait mannequin aussi. Voilà. Ouais. Très bien, tout le monde participe. Merci Frédéric de nous avoir présenté Ardelaine, la société qui fait de la laine en circuit court en Ardèche. Merci à vous Alexandre Poussard. Sandrine Check, on est en plein débat sur le bilan de cette loi Egalim. Elle est censée apporter un meilleur revenu aux agriculteurs. Est-ce que avec les circuits courts, ça assure automatiquement une meilleure rémunération? Automatiquement, de mon point de vue, oui. Je ne suis pas experte de la question, mais en limitant le nombre d'intermédiaires, ça paraît assez évident que oui, ça permet une meilleure rémunération. On a
pas d'achat-revente comme ça peut se produire sur le mine de Rungis ou celui de Toulouse que vous évoquiez. Donc là, forcément, moins de rémunération intermédiaire, donc une meilleure rémunération du producteur. Yuna Chifolo, vous confirmez justement cette meilleure rémunération? Forcément, s'il y a moins d'intermédiaires, on paye mieux justement le producteur? Alors malheureusement pas toujours, en fait, puisque tout va dépendre de l'organisation du circuit court. Et donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a des gros écarts de revenus. Alors à la fois c'est lié au fait que les intermédiaires, parfois il y en a qui prennent une assez grosse marge. Donc on n'a pas forcément un commerce toujours très équitable, même si on n'a qu'un intermédiaire. Et puis pour les producteurs, c'est beaucoup d'organisation, c'est plusieurs métiers en fait qui ne maîtrisent pas toujours. Donc une difficulté parfois à faire face à tout ce que ça suppose. Donc voilà, des très gros écarts de revenus, des écarts de revenus aussi quand les territoires ne sont pas suffisamment équipés. Par exemple, sur la viande, quand il n'y a pas d'abattoir local, eh bien, c'est difficile pour un éleveur de faire du circuit court, de la vente directe, et du coup, ça peut être pas du tout rentable pour lui si il doit se déplacer beaucoup pour amener ses animaux à l'abattoir. Donc voilà. Donc il y a pas mal de facteurs qui interviennent, mais ce qui est important, ce qu'on a vu, c'est que les petites fermes peuvent avoir un revenu équivalent à des grandes. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité d'une très bonne valorisation de petites fermes pour des produits, avec des produits souvent plus qualitatifs. Et c'est pas aux dépens du consommateur, puisque on l'a dit dans un des reportages, les produits en circuit court sont pas forcément plus chers à qualité égale. Oui. Évidemment à qualité égale, et c'est pas toujours simple de comparer. Parfois on compare des choses incomparables. J'allais y venir sur ce point, Charles Guiriac. Est-ce qu'il faut forcément payer plus cher quand on consomme local? Alors je pense que d'abord il faut payer plus cher le producteur. Nous avec les pêcheurs il y a un énorme enjeu qui est supérieur à l'agriculture, où à l'agriculture l'enjeu c'est avec quelques dizaines de centimes on arrive à faire vivre un agriculteur à un salaire décent. Les pêcheurs ils gagnent plutôt bien leur vie. L'enjeu c'est de les payer beaucoup plus cher pour qu'ils pêchent moins, parce qu'ils gagnent bien leur vie au détriment de leur santé et au détriment des ressources halieutiques. Donc en fait l'enjeu d'abord c'est de bien payer le producteur. Après, oui, ça peut coûter un peu plus cher dans certains cas, mais il y a plein de cas où si on cuisine soi-même, parce qu'on achète souvent des produits bruts, où en fait c'est hyper rentable. L'idée c'est ça aussi, c'est qu'est-ce qu'on achète comme produit? Est-ce qu'on achète un produit ultra transformé qui sera en fait hyper cher au final, ou un produit brut qu'on va cuisiner sur lequel on aura un coût qui sera extrêmement faible? On va continuer ce débat, mais on retourne retrouver Tam Tranui, puisque vous êtes avec l'ancien ministre Benoît Apparu. Il veut organiser un Davos de l'agriculture. En quoi ça consiste? Effectivement, un Davos de l'agriculture qui s'appelle Planète A, dont le premier opus a déjà eu lieu l'an dernier. Je suis donc avec Benoît Apparu, ainsi qu'avec Dominique Pierre, qui est le président de l'association Planète A. Tout d'abord, Benoît Apparu, comment est née cette idée de Davos de l'agriculture et quel est son objectif? Alors l'objectif, il est très simple. On a 3 grands enjeux planétaires dans les 50 ans qui viennent. Comment on nourrit 10 milliards d'habitants quand on sait à peine en nourrir 5 aujourd'hui? Deuxième sujet, comment on préserve nos ressources, l'eau, la biodiversité et les sols. Et puis troisième sujet, comment on assure le changement climatique. Mais notre conviction, et c'est pour ça qu'on a créé Planète A, c'est que l'agriculture est une des réponses, pas forcément la seule, mais une des réponses à ces 3 grands enjeux. Parce que l'agriculture est là pour nourrir. L'agriculture, si on la fait changer, elle peut préserver les ressources. Et l'agriculture, par sa capacité à séquestrer du carbone dans le sol, peut lutter contre le dérèglement climatique. Et donc on a monté ce forum international pour valoriser cette expression-là et essayer avec des universitaires du monde entier, des ONG du monde entier, des agriculteurs du monde entier, des politiques du monde entier, des industriels du monde entier, de trouver des réponses à ces questions-là. Dominique Pierre, l'an dernier, il y avait eu effectivement 300 chercheurs, ONG, hommes politiques, etc. Ça allait de la FNSEA à WWF qui était là. Cette année, qu'est-ce que vous attendez? Cette année, on attend, je ne dis pas un bis repetita, mais on veut à nouveau rassembler des experts, comme ça vient d'être dit. Alors, on ne se cantonne pas au territoire français, puisque l'année dernière, on a accueilli quand même des gens qui venaient du monde entier. On avait 66 pays retenus sur 400 experts. Donc, notre but, c'est d'avoir des experts qui puissent s'exprimer sur un sujet. Et le sujet que l'on a en tête cette année, c'est le sol et toutes les conséquences que ça a sur le sol.
Justement, eh bien, le président de la République, Emmanuel Macron, a reparlé d'une loi foncière, une loi que beaucoup de jeunes agriculteurs attendent. Accéder au foncier, c'est aujourd'hui des principaux freins pour les jeunes agriculteurs aujourd'hui. Alors le sol, c'est effectivement la question qu'on va traiter à l'occasion du prochain forum, dans toutes ses dimensions. Cette dimension-là, évidemment. Mais vous avez d'autres dimensions tout aussi essentielles. Quelle est la surface agricole utile sur le plan mondial ? Comment elle baisse ou elle monte avec la déforestation ou pas, avec l'urbanisation ou pas. Quel est l'enjeu des sols et des migrations entre les différents pays qui sont des enjeux évidemment géostratégiques essentiels. Et on traitera bien évidemment aussi de la question de la santé des sols et de la question de l'accès au sol pour les agriculteurs. C'est la question qu'a posée le président de la République à l'occasion de l'inauguration du salon. Un mot pour conclure, Benoît Apparu, puisque notre émission est également consacrée aux circuits courts. Est-ce que pour vous, eh bien, les circuits courts, c'est aujourd'hui l'un des avenirs de l'agriculture ? Il y a une multitude d'avenirs pour le monde agricole. Un avenir énergétique, évidemment. Comment les agriculteurs fabriquent de l'énergie. Mais il y a aussi d'autres outils. Vous l'avez évoqué, le circuit court, qui est en fait de supprimer l'ensemble des intermédiaires qui captent une partie de la richesse agricole à leur bénéfice. Mais comment on les supprime pour que l'agriculteur touche le maximum de ce qu'il produit? Très concrètement, on peut le faire. Nous l'avons fait à Châlons-en-Champagne. On a ouvert un plan centre-ville, en plein centre-ville, un commerce qu'on a appelé la ferme du centre, où ce sont des agriculteurs qui effectivement vendent leur production dans un commerce physique et ça cartonne. Bien, merci beaucoup Benoît Apparu, merci beaucoup Dominique Pierre d'avoir répondu à mes questions et rendez-vous donc au mois de juin prochain pour 27-28 juin pour ce prochain Davos de l'agriculture à Châlons-en-Champagne. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. Marie Dehaene, on a le sentiment que tout le monde s'y retrouve. Est-ce que le consommateur est quand même gagnant, et notamment en termes de prix, quand il achète des produits issus des circuits courts ? Alors, je ne peux pas répondre pour l'ensemble de la profession. Vous voyez ici qu'on n'a pas des produits déjà de première nécessité, pour être clair. Nous l'objectif, c'est pas de devenir les plus grands producteurs. Vous pouvez nous les présenter d'ailleurs, ces produits que vous nous avez apportés? Oui, alors on a deux destinées pour nos produits, soit des produits frais pour les chefs des restaurants, qui ont exactement le profil de ce qu'on voyait dans le reportage avant, besoin de transparence, de produits ultra frais, très qualitatifs, et un autre circuit qui est celui de l'épicerie. En gros, en août, les restaurants sont fermés, les franciliens ne sont pas tous là, et nous on croule sous les tomates, les poivrons, le basilic, donc on a commencé par faire des conserves, qui ensuite s'est développé en épicerie ultra locale. Donc là, on a bien sûr besoin de nos produits, pas que, hein. Si je prends l'exemple de la bière, bien sûr, il nous faut des céréales, elles sont pas faites à Paris, très clairement. Il nous faut un artisan. Elles viennent d'où les céréales, par exemple? Alors, c'est les mêmes circuits que nos artisans, puisqu'on fait déjà beaucoup de métiers en tant qu'agriculteur urbain et on ne fait pas celui de la transformation, donc on s'insère dans les circuits de nos artisans qu'on choisit soigneusement, hein, pour leur valeur notamment. Si je prends l'exemple de cette bière, on y a mis notre houblon, on y a mis des tomates vertes pour amener une petite touche d'acidité et quelques fleurs. Et elle est brassée dans le 19e arrondissement. L'idée, c'est d'être le plus local possible. Si je continue dans l'alcool, c'est brassé dans le 10e. Hein. Il y a une distillerie intramuros à Paris, des bonbons avec notre miel, nos plants, des crackers en première couronne. Donc, on n'est pas, on cherche pas à avoir les prix les plus bas ou à produire des biens de consommation courante. Aujourd'hui, c'est le prix pour que nous on se paye, pour que l'artisan soit payé. On a aussi forcément des petits volumes. Pour les bières, par exemple, on est à peu près à 10 000 bières pour cette production qui va monter en puissance, mais ça peut paraître beaucoup. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà pas mal, c'est plus que notre consommation personnelle, mais c'est bien sûr tout petit, même à l'échelle de notre microbrasserie. L'idée, c'est bien sûr de développer ces fermes. On en avait qu'une seule en 2015, on a 17 sites aujourd'hui. On ajoute aussi les outils. C'est ce qui était noté avant, il n'y a pas forcément les outils. Nous, on a dû créer la conserverie, la serre pour produire nos plants, ce genre de choses. Donc aujourd'hui, même si on vend en direct, en effet, ça ne veut pas dire que c'est moins cher. Ça veut dire que c'est des produits engagés qui ont une valeur. Au-delà de produire des aliments, nous on est aussi là pour créer de la biodiversité, gérer les eaux, les déchets, accueillir des enfants dans des sites très centraux quand ça devient difficile de les sortir pour leur montrer le vrai goût d'un produit, à quelle saison ça pousse. Donc c'est tous ces enjeux-là en fait que vous retrouvez aussi dans le prix des produits.
Marie Duhaene, vous parlez des enfants. Didier Mondelli, on sait que ces circuits courts, ils vont en plus se développer, car la loi oblige désormais les cantines scolaires à acheter 50% de produits locaux. C'est un signe aussi de qualité. Oui, effectivement, les démarches ont été entreprises par certaines collectivités depuis très très longtemps. Moi, en tant que maire, j'ai eu l'occasion de le mettre en œuvre à partir de 2008 dans la commune dont j'étais le maire, avec des réflexes vers les producteurs locaux, avec de la contractualisation, de la mise en production en fonction des besoins de la collectivité, donc avec plusieurs milliers de repas également. Je serais tenté de dire qu'aujourd'hui, les collectivités effectivement devront respecter ces 50%. L'objectif, alors je peux vous donner les chiffres, aujourd'hui dans la commune dont j'étais le maire, on arrive aujourd'hui à plus de 70-75% de produits locaux, avec pratiquement 27% de produits bio. Voilà. Si un produit est de proximité et si en plus il a un signe distinctif de qualité, dans une démarche bio ou label rouge ou autre, c'est une démarche très très vertueuse pour, bien sûr, pour les concitoyens, pour nos enfants en particulier, mais aussi pour nos anciens dans les EHPAD. Raymond Val, c'est pas toujours évident, malgré tout, pour les collectivités, de s'alimenter, de s'approvisionner en produits issus des circuits courts. C'est sûr qu'il faut assurer les volumes tout au long de l'année, c'est pas toujours évident, mais je crois qu'il y a un autre enjeu également, c'est que il y a une certaine injustice à ce que les agriculteurs ne soient rémunérés que sur l'acte de produire. Je crois qu'il faut qu'on arrive à fixer de la valeur ajoutée sur les territoires. Et donc, à partir du moment où on a des rendez-vous aujourd'hui sur l'évolution de l'agriculture bio, ou en tout cas une qualité qui soit conforme à ce qu'attend le consommateur, il faut que l'agriculteur puisse être rémunéré sur la transformation des produits. Et c'est le grand enjeu dans nos grandes régions, c'est d'essayer d'aider ces agriculteurs à pouvoir transformer ces produits pour qu'ils aillent jusqu'au marché et ne pas laisser dans la transformation une grande partie de la valeur ajoutée qui constitue des emplois et qui permettront de lutter contre la désertification des territoires. Il faut fixer de la valeur ajoutée et elle doit bénéficier à l'agriculteur. On ne peut pas se contenter de produire uniquement. Mais en ont-ils les moyens, justement, les agriculteurs, d'assurer cette transformation? Mais écoutez, aujourd'hui, il y a des compétences qui ont été dévolues aux régions, par exemple, et donc dans certaines régions, on met en place des avances pour permettre à ces agriculteurs de créer des ateliers pour faire des plats cuisinés, par exemple. On l'a fait dans d'autres domaines comme l'aéronautique. Pourquoi ne pas le faire pour l'agriculture qui a besoin d'avoir un accompagnement pour investir dans la transformation de ces produits pour qu'ils aillent jusqu'au bout du marché et éviter que ceux qui transforment prennent entre 20 ou 40% de marge. C'est là qu'est le travail et le défi de notre agriculture. Alors, autre exemple de circuit court avec vous, Alexandre Poussard, direction les Pyrénées-Atlantiques, le Pays Basque à Espelette, avec un producteur de piment. C'est à vous, Alexandre. Oui, avec Gilbert Dartaillette qui est producteur de piment d'Espelette. Et Gilbert, vous m'expliquez que vous faites tout localement et vous travaillez vraiment localement avec des commerçants locaux. Tout à fait, on est producteur donc à Espelette et on a une petite boutique donc sur Espelette. On vend donc 70 à 80% de notre marchandise directement de la boutique. Et on a aussi donc des épiceries fines, des gens qui ont envie de bien travailler. Voilà, on est producteur et surtout envie de bien faire. Voilà. Et justement, vous êtes attaché à la qualité du piment que vous produisez. Tout à fait, la qualité qui est quelque chose de primordial si on veut perdurer dans le temps. C'est-à-dire, voilà, le triage est quelque chose de très très important, le temps de pré-séchage. Il y a plein de facteurs qui font une qualité et qui font la différence. Voilà. Et alors là, on voit tous les produits que vous proposez sur votre stand. Et tout ça, c'est fait chez vous, sur votre exploitation. Tout à fait. Alors on fait peut-être pas tout, mais quasiment tout. Donc on fait donc la poudre de piment d'Espelette que l'on met à pré-sécher dans notre serre, qu'on écoute et qu'on passe au four chez nous-mêmes, qu'on broie chez nous. Et ensuite, donc, on fait donc le sel au piment que l'on dose convenablement, où on met 20% de piment d'Espelette. Là, on fait donc d'une pierre deux coups, on sale et on pimente. Souvent, on trouve des sels dosés à 10%, 10-12% on sale. De la fleur de sel à 15%, de la purée de piment d'Espelette, enfin une gamme de produits qui sont toutes faites avec cœur. Et un produit qui est intriguant, c'est le sirop de piment d'Espelette. À quoi ça sert? Voilà, alors on vient de le sortir. On s'en sert donc avec du fromage blanc, du yaourt, du petit suisse, sur une poêlée de légumes, sur une salade de tomates. C'est délicieux, ça sort l'acidité de la tomate, c'est
délicieux. Avec un Perrier, avec de l'eau et du citron, ça booste. Avec une bière, un vin blanc, un mousseux, un champagne. Voilà. Et alors, je vois aussi un autre produit, j'ai pas rêvé, hein, c'est bien de la pâte à tartiner au piment d'Espelette. Oui, voilà, praliné au piment d'Espelette. Donc qui est juste dosé, on sent le piment, mais sans que ça prenne le dessus sur le praliné. Et c'est juste délicieux. Il faut juste prendre une petite cuillère après le café et ranger le bocal, sinon c'est danger. Alors, est-ce qu'on pourrait en goûter? Mais bien sûr, vous avez les petits bâtonnets. Ah oui, en effet, c'est délicieux. C'est comme tout, on est beaucoup de personnes à en faire, mais chacun a nos recettes, chacun a nos façons de faire. D'une maison à une autre, il y a des différences. Voilà, on ne peut pas se comparer à Pierre, à Paul, à Jacques, c'est nos produits. Voilà. Alors les trois pâtes à tartiner que l'on fait, on les fait faire à 2 chocolats différents dont on a fait la recette ensemble. Après tout le reste, c'est nous qui faisons. Donc, et les délices de piment doux, et la gelée, voilà. Chacun, on a nos recettes, chacun, voilà. Très bien, et là après avoir goûté la pâte à tartiner, je sens le piment d'Espelette qui revient en arrière-goût. Tout à fait. C'est là qu'on voit bien que c'est un exhausteur de goût. Il fait ressortir le goût du pralin et on sent le piment d'Espelette derrière. Alors, merci beaucoup Gilbert de nous avoir proposé tous vos produits qui sont produits à Espelette. Tout à fait. Merci Alexandre Poussard, un breton qui est converti, on le voit, aux saveurs du Pays Basque. Ça fait plaisir. Sandrine Check, quand on parle de ces produits ici, des circuits courts, c'est souvent synonyme aussi de qualité gustative, de saveurs renouvelées. Oui, c'est vraiment ce que recherchent les clients, hein, comme le disait Charles tout à l'heure pour le poisson, c'est vraiment ce que viennent chercher les clients, c'est d'avoir des produits qui ont du goût, et ce qu'on voyait dans le reportage aussi, le premier reportage tout à l'heure, d'avoir même des légumes simples mais avec du goût, des carottes qui ont du goût, en été des tomates qui ont du goût, c'est vraiment ce que cherchent les clients. Oui. Yuna Chifolo, il y a des qualités nutritionnelles, mais il y a aussi clairement un impact sur l'environnement, au développement de ces circuits courts. Alors oui, parce qu'à la fois, en fait, les exploitations qui sont en circuit court sont davantage en bio. Donc c'est beaucoup plus, 5 fois plus que les exploitations en circuit long. Donc il y a déjà, même s'il faut faire attention parce que les consommateurs pensent trop vite que circuit court égale bio. Donc on les invite plutôt à faire attention, justement à poser des questions. Le circuit court, ce qui est intéressant, c'est que c'est un début pour se poser des questions, savoir d'où ça vient, comment ça a été produit. Après, ce que nous on regarde, alors les circuits courts dans leur diversité, parce qu'effectivement il y a des formes très militantes, très engagées, 100% bio, et puis d'autres où le circuit court c'est avant tout une opportunité économique. Alors nous on suit dans la durée des producteurs qui y vont parce que à la fois une crise agricole et puis apport de trésorerie, c'est intéressant l'apport de trésorerie quand bien même le chiffre d'affaires n'est pas très élevé. Et puis en fait, ce qu'on voit, c'est l'écologisation des pratiques. Petit à petit, on se met, quand on est producteur, à faire un peu plus attention à ce qu'on fait, au traitement. Parce qu'à la fois, on se dit que le consommateur va nous poser des questions, parce que justement, le circuit court, il apprend à ça, il apprend au consommateur à s'interroger. Et puis aussi, on rencontre des copains, des collègues sur les marchés, dans les boutiques, on discute du bio, de l'environnement, et puis on se rassure aussi, on se dit que c'est pas forcément si compliqué, la transition écologique. Donc il y a un vrai enjeu dans ces circuits, regardons-les dans la durée, d'une transition écologique de fermes de taille moyenne à plus importante, et pas simplement justement de petites fermes déjà engagées dans le bio. Charles Guiriec, ça a été une composante, quelque chose qui vous a incité justement cet aspect bon pour l'environnement? Ah ben oui, nous, c'est la motivation, ça nous permet en fait d'Emploi Sky d'être sûr que les critères de durabilité qu'on a sont respectés par les pêcheurs. Et cette proximité, elle est hyper importante parce que nous, on embarque avec les pêcheurs avant de travailler avec eux. Donc on sait comment ça se passe, on voit comment ça se passe. Et même parfois, il y a certains pêcheurs qui respectent nos critères de durabilité, mais qui ont une façon de pêcher qui ne nous convient pas. Donc il y a certains avec qui on ne travaille pas. C'est ça qui est important. Quels sont vos critères alors? Alors nous, quand on parle de durabilité, c'est navire de moins de 12 mètres, que des engins dormants, donc pas de chalut et pas de drague qui abîment les fonds. 3 hommes à bord maximum et sortis à la journée. Il faut aussi accepter pour le consommateur les produits de saison. On ne peut pas consommer tous les poissons tous les mois de l'année. Exactement. Alors à la différence, pour moi, il n'y a pas de saison sur le poisson. En tout cas, il n'y a pas de saison dans le sens, si on consomme hors saison, on fait venir un produit de très loin. L'important, c'est la technique de pêche qu'on promeut et c'est comment a été pêché le poisson. Avant tout pour l'environnement. Et en plus, souvent, les émissions de carbone sont beaucoup plus faibles avec ces techniques douces. Alors, par exemple, là, on est fin février, début mars. Qu'est-ce que vous proposez dans vos produits, dans vos paniers?
Là, on a un petit exemple. Ça, c'est un casier qui a été fait ce matin dans les ateliers de Poiscaille à Montreuil. Donc, on a de la coquille Saint-Jacques qui est pêchée uniquement en plongée. Donc, chez nous, pas de coquille Saint-Jacques de drague. Et vous avez une dorade grise qui a été pêchée hier au Guilvinec. Donc, par un petit bateau, il fait 7 mètres. C'est Florian qui le conduit. Et grâce à, par exemple, à Poiscaille, Florian, il nous dit moi, grâce à vous, vous me donnez des tellement bons prix toute l'année que je peux m'arrêter de pêcher le samedi parce que vous ne pouvez pas prendre le poisson. La chaîne logistique n'est pas assez courte pour nous. Et donc, en fait, on économise un peu d'impact sur l'environnement tous les jours. Marie Dehaene, je voudrais qu'on revienne sur ce qu'a dit Yuna Chifolo. Il y a aussi une question d'opportunité économique. Est-ce qu'il n'y a pas non plus un effet de mode au développement de ces circuits courts? Alors oui, sûrement, et l'agriculture urbaine conjugue en plus pas mal de modes du moment, du local, du souvent bio, bio, en tout cas des pratiques assimilées au bio. Donc oui, forcément, beaucoup de médias s'intéressent à ce qu'on fait. Après, ça peut être contre-productif parce que souvent, du coup, nous, ça fait 15 ans qu'on a commencé ce projet. D'ailleurs, on n'a pas commencé pour une raison agricole, mais pour une raison de transition environnementale à travers le végétal. Le végétal qui peut être comestible, mais nous, ça nous sert aussi à gérer des eaux, par exemple, de bâtiments et les filtrer. Tout ça pour dire que oui, il peut y avoir plusieurs raisons à l'achat de ces produits et que voilà, le côté agricole est un des aspects. Ensuite, en termes d'opportunités, aujourd'hui, on crée de l'emploi. C'est ce qui était signalé avant, qui sont clairement pas délocalisables. On est 15 à minima, on est 30 en saison puisqu'on a des saisonniers. Et il faut payer ces personnes-là. Donc en effet, on a la chance d'être au-dessus de lieux de distribution. On en profite. En plus, il y a une vraie pertinence. Mais voilà, c'est pas un projet opportuniste, mais c'est un projet qui vise à transformer la ville, notamment à travers l'agriculture urbaine. Très bien, merci à vous Marie Dehaene. Est-ce que les circuits courts représentent une certaine concurrence pour la grande distribution? Alexandre Boussard, vous êtes avec le directeur exécutif de Lidl. Écoutez sa réponse tout de suite. Oui Delphine, je suis avec Michel Biérot qui est le patron de Lidl France. Alors Lidl ne fait pas précisément du circuit court, mais travaille sur des zones régionales. Exactement. Chez Lidl, en fait, nous avons 25 plateformes logistiques réparties géographiquement sur le territoire français. Et donc on est... J'ai pas envie de... Le terme local ne me convient pas trop, on est plutôt régional. Une plateforme logistique va servir 60 magasins. Donc quand j'achète du porc, quand j'achète du lait ou d'autres produits, ce sera toujours minimum pour 60 magasins. Personne ne peut approvisionner directement nos magasins. Alors vous avez un avis un peu sceptique sur le circuit court, ça ne peut pas permettre de faire vivre tous les agriculteurs? Le circuit court, je ne sais pas que je suis sceptique. Moi personnellement, je m'approvisionne aussi sur du circuit court et c'est tant mieux. Et je pense qu'il y a des gens qui doivent en vivre. Ce que je dis juste, c'est que ça ne permet pas de donner forcément une visibilité à un éleveur. Prenons l'exemple d'un porc, d'un éleveur porcin. Aujourd'hui, Lidl, on travaille avec un groupement de porcs dans le nord de la France qui dessert donc 3 de mes plateformes logistiques. Dans les Hauts-de-France, qui desservent eux-mêmes 200 magasins. Je leur achète chaque semaine 2800 porcs, chaque semaine, qui vont arroser les 200 magasins. Donc on est régional, c'est du porc du Nord-Pas-de-Calais, d'accord? Il s'appelle d'ailleurs le ch'ti porc des Flandres. Par contre, il n'est pas local. Encore que, vous pouvez trouver un éleveur qui va voir sa barquette de porc dans le magasin juste à côté de chez lui. Ce que je veux dire, c'est que sur le circuit court, il a une visibilité. Ça veut dire que depuis 4 ans, je lui achète toutes les semaines 2800 porcs. Quand il va voir avec notre contrat une banque, je peux vous dire que la banque l'accueille avec sourire, ce qui n'était pas le cas avant. Sur du circuit court, le supermarché ou peut-être même la petite boutique locale va acheter un porc à un éleveur qui est juste à côté, aujourd'hui. Mais l'éleveur n'est pas garanti d'un deuxième porc, et s'il y a un deuxième porc, il ne sait pas si c'est la semaine prochaine ou dans un mois. Et donc, le circuit court, ok, mais je ne suis pas certain que ça pourra faire vivre et en tout cas sauver le monde agricole tel que le demande le gouvernement. Et alors vous ne travaillez pas donc précisément en circuit court, mais vous travaillez sur la qualité? Bien évidemment. Et là encore, quand vous êtes sur du circuit court et que vous avez juste un éleveur de porc et que vous allez me dire, vous allez sélectionner le cochon. Moi, je travaille sur une charte qualité avec les éleveurs sur le bien-être animal. Quand vous en achetez 2800 par semaine, il y a un autre discours, quoi. Très bien. Forcément. Merci beaucoup Michel Biérot d'avoir donné l'une des réponses de la grande distribution à cette tendance du circuit court. Merci beaucoup Alexandre, et ça fait réagir en plateau Didier Mandelli ce qu'on vient d'entendre.
Oui, parce que je vais vous faire une confidence. J'ai à l'origine une formation agricole et d'ailleurs mon premier stage en exploitation, c'était dans une exploitation laitière dans les années 80 qui faisait de la vente directe. Et dans un cadre professionnel, moi j'ai travaillé pour les organisations agricoles longtemps et nous avons mis en œuvre, il y a plus de 20 ans, des opérations en grande distribution, en direct, en circuit court avec les producteurs. C'est-à-dire que la Vendée est un département touristique, on a la chance d'avoir plusieurs millions de touristes et on s'est dit, c'est quand même un peu idiot quelque part qu'on puisse l'été vendre des produits qui viennent du monde entier dans nos magasins et qu'on ne soit pas capable de mettre en avant nos producteurs locaux. Et donc on a joué un rôle au travers des organisations de plateformes en direct et nous avons servi d'intermédiaire et nous mettions en rapport, on assurait la logistique pour les producteurs. Et c'était du direct et c'était du circuit court. Et nous travaillions à l'époque avec une quarantaine de magasins d'une certaine enseigne et puis une quarantaine d'autres avec 3 enseignes différentes. Et nous avons réussi à le faire et aujourd'hui ces produits sont présents toute l'année avec des contacts directs entre le producteur et les enseignes. Donc c'est possible, quel que soit le niveau, de travailler, y compris pour la grande distribution, en direct avec un certain nombre de producteurs ou groupements de producteurs, c'est clair. Charles Guiriec, on vous a vu sourire aussi pendant l'intervention du directeur exécutif de Lidl. Ah oui, en fait, moi je crois que les circuits courts doivent concurrencer la distribution. Et puis après, ils rachèteront la grande distribution. C'est les pêcheurs qui rachèteront les supermarchés, j'espère. Mais surtout, il y a une dimension humaine là-dedans. Moi, je préfère aller faire mes courses chez Sandrine. Je la croise, je la connais, je sais d'où viennent les produits, elle peut me raconter. Oui, je peux avoir une belle photo sur une belle affiche de chez Lidl qui a fait un truc cool. Mais derrière, en fait, comment c'est 2800 porcs par semaine qu'il a sur son produit. Je préfère que les 2800 porcs soient vendus dans 2800 petites épiceries dans le Nord-Pas-de-Calais où les gens vont se parler, où les gens vont se rencontrer et où le producteur il sera peut-être payé à 15 jours au lieu d'être payé à 90 jours fin de mois avec marge arrière. Ouais. Mais Raymond Vall, on a entendu aussi les arguments, ça donne de la visibilité pour le producteur et ça, les banquiers aiment bien ça. Oui, mais bon, c'est une politique de contractualisation. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y en ait, mais je partage tout à fait ce qui a été dit. Il faut aussi préserver l'environnement. Et je crois qu'on est à un tournant. Je crois qu'il y a une prise de conscience du consommateur qui peut participer lui aussi à la protection de la planète et sauver la biodiversité à travers l'acte d'achat. Et cet acte de l'achat, il est capable d'accepter de payer plus cher un produit quand il connaît l'authenticité de cette production et s'il sait qu'il va contribuer à participer à la sauvegarde, donc, ou en tout cas à diminuer le réchauffement climatique et en tout cas à sauver cette biodiversité. Vous savez, la planète, elle existera toujours. Hein. Ce qui est en jeu, c'est notre civilisation. Et c'est l'humain qui est en jeu. Et je crois qu'on est à un tournant. Le rendez-vous de la mutation agricole vers le bio, vers une agriculture raisonnée, le fait qu'aujourd'hui on sait bien qu'on a la nécessité d'avoir à travers cette agriculture de l'intervention manuelle plus importante. On ne pourra pas faire de l'agriculture de meilleure qualité sans avoir un prix de revient de production plus cher. Le consommateur est prêt à le payer. Et il le paiera dans la mesure où il y a un résultat sur donc, la sauvegarde donc, de notre planète, pour aller très très vite. Et je crois que ce rendez-vous, il faut vraiment y répondre. Et c'est en ce sens que les filières courtes sont nécessaires et qu'elles doivent se traduire par des modèles. Par exemple, on peut imaginer que, on l'a dit tout à l'heure, une ferme aujourd'hui, c'est peut-être 40 ou 50 hectares avec de la polyculture. C'est-à-dire qu'on a des productions de maïs qui vont nourrir des canards qu'on va peut-être transformer sur place. Et tout ceci va donner aussi des déchets végétaux. Et on va faire de la méthanisation pour produire sa propre... C'est en quelque sorte de l'agriculture en économie circulaire. Ouais. Voilà. Ça, c'est dans un monde idéal, Raymond Vall. Mais ça existe. Ça existe. Le ministre, il y a 15 jours, est venu voir une exploitation qui est en circuit fermé pratiquement. Et on voit bien que là, on optimise et que l'acheteur est prêt à payer un peu plus cher. Et je crois que c'est là, ce rendez-vous, qui nous appartient d'encadrer pour le faire évidemment fructifier. Voilà. Franck Bernard nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour, vous êtes président de Terre de Liens. Vous allez nous présenter justement ce mouvement citoyen qui a pour ambition de développer ces circuits courts dont on parle sur ce plateau cet après-midi. Bonjour, donc je suis président de la Fondation Terre de Liens. Donc effectivement, pour avoir des circuits courts, il faut des paysans. Et pour avoir des paysans, il faut que ces paysans puissent s'installer. Et c'est de plus en plus difficile pour les jeunes agriculteurs d'avoir accès à la terre. Et donc avec Terre de Liens, on a une solution. Pour nous, le moyen le plus simple de les installer et de protéger ce bien commun qu'est la terre, c'est d'être propriétaire. Et donc on a 26 000 citoyens qui nous suivent. Et on a acheté déjà donc
181 fermes et installer 260 agriculteurs sur toute la France. Alors, nos fermes sont de taille variable, c'est de 2 à 60-70 hectares, toute production. Et donc avec un cahier qui respecte la bio. On installe aussi des agriculteurs qui essayent d'écouler leur production en circuit court. Donc avec une transformation de leurs produits sur la ferme. Par exemple, quelqu'un qui fait du blé fera du pain, quelqu'un qui fait du lait fera des fromages et du lait et des yaourts. Yuna Chifoulon, on parlait aussi de ce besoin, de cette nécessité de transparence sur l'étiquetage, sur les étiquettes. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on peut être sûr qu'un produit provient réellement d'un circuit court? Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, cette définition, parce que c'est pas parce que c'est forcément fait en France que ça vient d'un circuit court. Non, ça effectivement, on a beaucoup de travail à faire sur l'information. Il n'y a pas de transparence, pas de visibilité. Bon, quand même, les choses s'organisent parce que maintenant, il y a un peu des sites qui référencent, mais pour le consommateur, c'est quand même une jungle entre les vrais, les faux, la proximité, le cours qui peut être très cher, trop cher. Donc voilà, donc il y a vraiment un besoin d'information. Alors c'est pour ça que nous, à l'INRA, avec une collectivité à côté de Montpellier, on a créé un système qui s'appelle Ici c'est local, qui est un système de signalisation des produits à la fois locaux, issus de circuits courts et qui respectent un certain nombre de critères de durabilité avec un code couleur, en particulier sur les marchés de plein vent. Parce que les marchés de plein vent, à la fois c'est le circuit court un des circuits courts les plus utilisés par les producteurs, très apprécié par les consommateurs, mais là il y a un peu tout et plein de choses pour être poli. Donc du coup on s'est dit, et pourtant c'est un lieu intéressant parce qu'intergénérationnel, il mixe les publics, il peut permettre d'avoir des produits à pas trop cher, pas cher du tout même, des bons rapports qualité-prix. Donc là on a mis un code couleur pour identifier facilement les produits qui sont locaux et durables. Et l'intérêt de cette démarche, c'est qu'elle est participative, elle associe des consommateurs et elle est déclinée localement. Parce que local et durable, ça ne veut rien dire en soi. Dans l'absolu, on en a parlé au début de l'émission. Et donc l'idée, c'est que dans chaque territoire, on se dit, le local, c'est quoi pour nous? Le durable, c'est quoi aussi? Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter? Vers où on veut aller? Et donc, chaque territoire se réapproprie dans une perspective un peu de ce que nous, on appelle la démocratie alimentaire. Eh bien, Yuna Chifoulon, justement, on va retrouver Tam Tranui qui est sur un stand qui met en avant, en valeur la marque Poitou. C'est à vous, Tam. Et en matière de circuit court, Delphine, nous allons parler également aujourd'hui de la marque Poitou. Je suis avec Benoît Princet qui est conseiller départemental et qui est également agriculteur. Alors Benoît Princet, la marque Poitou, qu'est-ce que c'est ? Alors la marque Poitou, c'est une marque qui a été créée en 2016. C'est un territoire qui est à cheval sur 2 départements, la Vienne et les Deux-Sèvres. Et en fait, c'est un territoire qu'on veut mettre en valeur parce qu'il y a une vraie production locale, des produits, un savoir-faire. Et l'idée, c'est de mettre en valeur ces produits pour que les consommateurs consomment local. Alors qu'est-ce qu'il y a comme type de produits qui sont concernés par cette marque alors ? Alors on a toute une gamme de produits qui est assez vaste. Ça passe. Bien sûr, on a nos spécialités qui est l'agneau du Poitou-Charentes sur ce territoire-là, mais aussi on a de l'angélique, aussi on a du fromage de chèvre aussi et plein d'autres produits. Bien, merci beaucoup Benoît Princet. Justement, vous me parlez d'Angélique. Nous allons aller voir sur votre stand qu'est-ce que l'on a ici. Justement à goûter. Je suis avec Luc Maillard. Vous êtes vice-président de l'association de promotion de l'Angélique. Tout à fait. Donc nous venons de Niort, région délimitée pour l'Angélique du Marais Poitevin. Donc c'est une plante qui est emblématique du XIIe siècle, qui était dans les monastères et qui était au départ surtout une plante médicinale. Alors on en voit ici, c'est ça, l'angélique. Tout à fait, les feuilles, et dans l'angélique, tout se mange. Donc les feuilles d'angélique dans une salade. Là, j'ai fait une vinaigrette à l'angélique avec la poudre que nous avons, les graines, que nous pulvérisons avant on les a séchées, qui permet d'avoir des parfums assez exotiques tout en étant locaux. Vous faites aussi, je le vois, des desserts avec l'angélique. Nous faisons aussi bien du salé avec beurre blanc, sauce poisson, sauce viande. Là, vous avez du sucré avec des bâtons, vous avez de la confiture, des crèmes, de la liqueur, une
un panel assez important où on peut travailler l'angélique. Quelle est la spécificité de l'angélique du Marais Poitevin? Parce que l'angélique, on peut la cultiver dans beaucoup de pays. Oui, mais la terre du Marais Poitevin est propice à sa culture, étant donné qu'on a une terre qui est tourbée, et en même temps, c'est le soleil, elle a besoin d'eau par le pied. On dit elle pousse énormément, les pieds dans l'eau et la tête au soleil. Merci beaucoup Luc, c'est très poétique. Et on va terminer maintenant par une autre spécialité, bien sûr, du Poitou. Cette spécialité, c'est l'agneau du Poitou-Charentes. Et je suis avec Thomas Fournier, vous êtes restaurateur. Alors, dites-moi un petit peu ce qu'il y a de spécifique à l'agneau du Poitou-Charentes. Bonjour, alors l'agneau du Poitou-Charentes, c'est un agneau labellisé avec un cahier des charges très précis qui prévoit notamment un taux d'engraissement très important. Donc on a un bel agneau plutôt gras et qui va être très savoureux, très goûteux. Donc là je fais un petit sauté rapide avec l'angélique de Niort. Donc, Justement, on vient d'en parler. Que vous avez vu juste à côté. Voilà, on va faire une belle association, très rapide, très sympa, très goûteux. Et c'est important de pouvoir valoriser ainsi l'agneau du Poitou-Charentes. Bien sûr, en France, on consomme bien d'autres agneaux, notamment qui viennent de l'étranger. Bien évidemment, surtout que l'agneau a toujours un petit peu une mauvaise image due au mouton. Les gens n'ont pas de problème à manger du bœuf, à manger du veau, à manger... voilà, mais l'agneau, c'est toujours une viande qui est toujours un peu à part. Alors qu'on a des super produits. Nous, dans le Poitou, on a des super éleveurs qui font très très bien leur travail. Vous n'avez que des agneaux qui sont élevés en plein air. Donc voilà, c'est un produit top qualité et il faut passer la barrière du mouton entre guillemets et aller manger du bel agneau. Merci beaucoup Thomas et je vous confirme que ça sent très très bon Delphine ici sur ce stand du Poitou. Merci à vous Tam. Sandrine Chek, aujourd'hui si on parle de maillage territorial, est-ce qu'il est possible de ne consommer qu'à partir des circuits courts ? Alors, ça c'est une question qui n'est pas facile, je pense que oui, mais ça demande une certaine... la difficulté, en tout cas, notamment quand on est en région parisienne, dans Paris, on va plus dire, c'est la question de la logistique. C'est-à-dire pour faire venir des produits en direct dans des petites structures telles que la mienne, la limite c'est vraiment celle de l'acheminement et de la logistique. Donc il y a plusieurs stratégies qui sont possibles. Les producteurs font des tournées de plusieurs épiceries ou AMAP dans Paris et donc on fait partie de la tournée, ou bien se grouper avec d'autres producteurs, d'autres épiceries pour soit nous-mêmes faire des tournées ou encore aller sur des marchés. Vous parliez sur lesquels les producteurs viennent et voilà, chacun fait un bout du chemin et après on repart avec la marchandise. Voilà, diverses stratégies. Et d'ailleurs, il y a plusieurs épiceries qui ont, pour s'approvisionner en circuit court, monté de la logistique et qui finalement deviennent elles-mêmes intermédiaires. Parce que, en tout cas sur Paris, mais même dans les grandes villes, c'est quand même une énergie. Et donc, pour rentabiliser aussi cette énergie et le fait d'aller chercher les produits, d'autres épiceries se transforment un peu et approvisionnent des collègues. Donc il y a la nécessité aussi, malgré tout, à un moment de se regrouper pour non plus ne pas faire des kilomètres de transport pour juste une épicerie qui ne va pas être de la taille énorme, quoi. Oui. Raymond va lancer qu'il y a des pétitions qui militent justement pour faciliter l'installation d'agriculteurs en circuit court dans chaque commune. Certains proposent même des contraintes comme pour les logements sociaux pour pousser le développement justement de cette agriculture locale. Qu'en pensez-vous ? Oui, alors je reviens un petit peu sur la difficulté du premier kilomètre. Souvent on parle du dernier kilomètre, moi je parlerai du premier kilomètre. Premier kilomètre, c'est pas facile. Alors on mène une expérience actuellement avec la Poste. On s'est dit quel est le maillage le plus efficace dans notre pays. C'est la Poste. Donc on essaie de se servir du réseau de la Poste pour acheminer vers les métropoles, les marchés. D'ailleurs, à signaler que dans certains cas, la Poste a pris des actions dans les marchés d'intérêt nationaux. Et donc, on essaie de mener cette expérience parce que ça, l'agriculteur ne sait pas le régler. Il ne peut pas le régler. Il ne peut pas être dans une filière courte et en même temps se préoccuper du transport, de la transformation. Donc, il faut régler ce problème. Alors après, bien sûr,
Je repensais aux plantes médicinales. Vous savez que le Sénat a mené une mission sur les plantes médicinales et sur l'herboristerie. Qu'est-ce qu'on a découvert? C'était pour revenir sur le sérieux. On a découvert que de toute façon, il y a un déficit de 90% de plantes médicinales en France. Et donc, aujourd'hui, il y a des filières qui sont en difficulté parce qu'on a substitué à la plante de qualité contrôlée des plantes qui viennent un petit peu de partout et dont on a découvert un certain nombre de graves défauts. Donc, et on découvre en même temps que sur 3 hectares, on peut avoir un temps plein et demi. Donc on voit bien que les productions de qualité contrôlées, cahier des charges, labels, tout ce qui constitue d'ailleurs la richesse de nos territoires et des départements, là, on l'a vu, le Poitou, les Aveyronais sont très forts, ils ont un nombre de cahiers des charges et de labels extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on arrivera à renforcer ces filières courtes, à leur permettre encore une fois d'aller jusqu'au marché et d'avoir des jeunes, parce que c'est assez surprenant de voir qu'il y a des jeunes à nouveau qui veulent revenir dans ces productions qui sont en quelque sorte garantes de la philosophie de vie en général, et puis éviter que tout le monde aille s'agglutiner dans ces métropoles, alors qu'il faut les nourrir. Donc ceci, on a plusieurs sujets, et nous avons la responsabilité d'aider ces jeunes à reconquérir ce métier formidable d'agriculteur, et pour ce qui me concerne, de rappeler tous les jours que la ruralité, c'est un atout pour la France, et c'est pas un fardeau, contrairement à ce qu'on laisse supposer. Franck Bernard, c'est aussi un facteur d'attractivité pour le métier, pour le renouvellement des générations, le développement de ces circuits courts. Tout à fait. On s'aperçoit en France que dans les 10 ans qui vont venir, il y a un tiers des agriculteurs qui vont partir à la retraite et il va falloir les remplacer. Et il faut, en France, c'est pratiquement 200 fermes qui disparaissent toutes les semaines et qui partent à l'agrandissement des voisins. Et à Terre de Liens, on lutte un peu contre ça. Et nous, on veut installer des jeunes agriculteurs sur des petites surfaces avec une transformation et les circuits les plus courts possibles. Didier Mandelli, on parlait de cet aspect coercitif. Est-ce qu'il faut aussi parfois contraindre les collectivités, les communes à développer davantage les circuits courts? Je ne suis pas sûr que la contrainte soit toujours le meilleur outil, mais en tout cas, il faut inciter. Il faut inciter par différents types de mesures. Certaines collectivités sont même allées jusqu'à produire elles-mêmes, c'est-à-dire installer des ateliers de maraîchage, etc. etc. Donc moi je n'irai pas jusque-là, il faut encourager, il faut inciter. Je pense que c'est le consommateur qui dicte et qui guide. Et aujourd'hui le mouvement il est fondamental, il est fort, et que les agriculteurs, les producteurs qui font cette démarche vertueuse, ils le font bien sûr parce qu'ils ont des convictions, mais il faut aussi le dire parce que économiquement c'est intéressant, parce que la valeur ajoutée, effectivement comme on l'a évoqué, elle reste dans l'exploitation et elle sert aux investissements et au développement de l'exploitation également. Donc moi je ne suis pas un partisan à tout prix de la contrainte. Un grand nombre d'élus ont pris conscience de ces impératifs environnementaux et économiques et accompagnent tant au niveau des départements que des régions ce mode d'agriculture. Il y a plein de régions qui accompagnent un peu partout en France. Donc moi, plutôt de l'incitation, de l'encouragement, de la bienveillance pour tous ceux qui font ce type de démarche. Et puis voilà, je pense que le bon sens finira par l'emporter. Vous êtes d'accord, Charles Guiriec, ou est-ce qu'il faut un petit peu de coercition par moment? Est-ce qu'il faut imposer justement ces circuits courts? Je dirais un peu les deux. Mais nous, à la pêche, on a eu un exemple assez intéressant, c'est qu'on a essayé de livrer le lycée à côté de notre dépôt à Montreuil, donc à Romainville dans le 93. Et en fait, on s'est rendu compte que pour être cohérent avec les prix qu'ils avaient besoin d'atteindre, il fallait qu'on paye le pêcheur 1 € du kilo le poisson entier. Ça, c'est pas du tout notre politique. Nous, le minimum, c'est 3-4 €. Et je sais que le bio est subventionné dans pas mal d'endroits. Sur la pêche, on a un vrai manque à subventionner les pratiques durables pour que on retrouve ces poissons-là dans les cantines et qu'on ne retrouve pas du colin d'Alaska ou du saumon norvégien qui est plein de choses plutôt mauvaises. Oui. Ça vous fait réagir peut-être Franck Bernard, ensuite vous en avez la parole, Raymond Ball. Alors pardon. Allez-y Franck Bernard. Oui. Raymond Ball, pardon. Bon. Je suis désolé, il faut aller jusqu'au bout des choses. Je crois que ce qu'il y a de terrible, c'est durant ces 40-50 dernières années, on a laissé supposer qu'il n'y avait pas de prix, que tout était possible, que finalement, c'est comme quand on dit que les choses sont gratuites, mais c'est pas vrai, les choses ne sont pas gratuites. Et c'est vrai que cette culture
cette culture de la grande distribution a fait des dégâts énormes, que ce soit sur l'agriculture ou sur tout le reste, puisqu'il n'y a pas de prix. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut arrêter. On ne peut pas continuer comme ça. Et ce qui était scandaleux, c'est qu'on admettait, par exemple, qu'on fasse du commerce équitable avec des paysans d'Amérique du Sud pour leur permettre d'avoir des écoles, des sanitaires, etc. Et on laissait nos agriculteurs sans la possibilité de dire, voilà, ça a un prix, on ne peut pas le vendre 2 fois moins cher. Et donc, c'est aujourd'hui cette réaction qui est intéressante. C'est que, évidemment, le produit contrôlé, certifié, il a un prix. Et ce que la grande distribution doit comprendre, c'est que ce prix, même s'il est contractualisé, s'il est en train de se bagarrer contre une concurrence de la grande distribution, ça ne marchera pas. Parce que de toute façon, même si ça sécurise en volume, il faudra trouver de la valeur ajoutée ailleurs. D'où le fait que les circuits courts sont absolument indispensables pour trouver cette valeur ajoutée. Sinon, la grande distribution continuera à vouloir s'éliminer entre elles, mais au détriment de l'agriculteur. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on garde ces circuits. Franck Bernard, c'est intéressant cet exemple de restauration scolaire, notamment dans les lycées. On préfère finalement s'approvisionner ailleurs plutôt que de rémunérer un petit peu mieux les producteurs locaux. Alors je vais revenir à la terre et au fait qu'il faut la protéger. Et je pense qu'il n'y a que la loi qui peut protéger la terre. C'est pas en faisant de la pédagogie auprès des propriétaires, des élus, des collectivités qu'on va protéger la terre. Il faut une loi qui protège la terre. Et actuellement, donc, on travaille avec un certain nombre de députés sur la loi foncière. Et on souhaite que cette loi foncière, avant la fin du quinquennat de M. Macron, soit votée pour protéger ce bien commun qu'est la terre. Parce que sans la terre, de toute façon, on n'aura pas de circuit court. Et toute notre alimentation, c'est importé. Eh bien, merci à vous. Merci Franck Bernard, merci Didier Mandelli, merci Raymond Val, merci à vous Charles Guiriec, Yuna Chifoulot et Sandrine Chek d'être venus parler des circuits courts sur ce plateau. On va continuer sur cette thématique avec vous Alexandre Poussard. Un autre exemple, celui de la production de miel dans le Morvan cette fois. Vous n'avez pas attendu la mode du circuit court pour produire local? Non, ça fait 40 ans qu'on est installé. Bien sûr, on a démarré. Alors, c'est pas un retour à la terre, c'est vraiment pour créer quelque chose dans une zone, ma foi, magnifique, mais où il n'y a rien. Voilà. Pas facile. Donc, eh bien, on s'est installé, on a cherché dans quoi exactement. Alors que moi, j'avais une belle situation avant. Et pourquoi pas l'apiculture? Et l'apiculture, mais avec une vision de pouvoir en vivre. Et non pas uniquement avec une vision peut-être écolo ou autre. C'était vraiment, peut-on vivre de ça? Et quel est le produit? Comment est le produit? Est-ce que c'est un produit qui est bon? Et à partir du moment où vous dites c'est génial, ça y est, c'est parti. Parce que c'est le produit qui est intéressant, on est d'accord. Votre but, c'est de pouvoir en vivre. Et votre principe à la base, c'est de produire votre miel dans le Morvan. Oui, absolument. Oui, parce qu'il faut jouer la carte régionale, sinon on est foutu, je pense. C'est-à-dire que on sent bien, les gens ont besoin ils recherchent en fait le local, une appellation. On fait partie de la marque Parc, et on vend le Morvan sans arrêt. Voilà. Justement, l'avantage du Morvan, c'est qu'il y a du dénivelé et vous pouvez faire la transhumance de vos abeilles pour avoir différentes fleurs, c'est ça? Alors, donc, on est des transhumants, mais des transhumants un peu hors normes. Ça veut dire qu'on fait de la transhumance locale, ça paraît bizarre, mais ça veut dire qu'on part du bas, à 300 mètres, et on va monter progressivement jusqu'à 800 mètres. Le Morvan, on fait 910 mètres quand même. Voilà, bon, c'est quand même pas mal. Et donc, on va monter, et alors avec une même flore, on peut faire des miels différents. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et vous me disiez, il y a parfois des accidents du climat et c'est impossible une année de produire le miel dans le Morvan. Oui, de toute façon, on est lié à la cueillette. On n'invente pas grand-chose là-dedans et c'est tributaire du climat. Alors on a beau dire, il y a les pertes d'abeilles et tout ça derrière. Avant tout, pensons quand même qu'il peut y avoir des temps négatifs pour pouvoir faire du miel. Et ça arrive. Une mauvaise année telle que c'était donc 76 la chaleur, 77, c'était absolument pourri en France. Il s'est fait quoi 5 kilos par ruche de miel. Donc on ne peut pas vivre avec ça. Et donc du coup, il faut aller dans le département d'à côté? Oui, alors il faut aller dans le département d'à côté, si on veut bouger. Et puis encore, là c'était un peu général sur toute la France. Mais si vraiment c'est local, par exemple les gelées de printemps sur l'acacia, vous avez intérêt à aller dans le département d'à côté puis de bouger. Ça c'est fondamental, sinon il ne faut pas faire ça. Et alors
vous êtes dans un territoire qu'on peut dire rural. Après, il y a une réalité économique, faut le vendre, ce miel. C'est compliqué? Oui, alors, oui, on est d'accord, parce que alors, on nous parle de vente, comment dirais-je, de proximité, circuit court et tout. Bon, c'est des grands mots plus ou moins intellectuels, parce qu'en fait, ça doit être des circuits courts. Si vous avez personne autour, je suis navré, ça marche pas trop quand même. Hein. Donc, votre circuit court, il s'agrandit. Et donc, la voie naturelle pour le Morvan, c'était de monter à Paris. Tous les Morvandiaux sont montés à Paris. Non pas à Lyon, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein. C'est Paris, c'est Paris. Hein. Ils travaillaient à la SNCF, au métro, et ainsi de suite. Voilà. Bon. Et donc, par tradition, et donc, on a une grosse clientèle sur Paris. Et c'est pour ça qu'on est au Salon de l'Agriculture aussi. Hein. Voilà, on est d'accord. Hein. Parce que le Morvan est quand même, pour les Parisiens, assez connu, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Hein. Oui, oui. Donc Paris, c'est votre zone commerciale, votre zone de chalandise. Et l'intérêt aussi pour vendre vos produits locaux, c'est de les diversifier. Donc qu'est-ce que vous faites à partir de votre miel? Oui, alors, donc, c'est bien simple. C'est qu'après, il ne faut pas mettre les œufs dans le même panier. Si on veut vivre de ça, on est d'accord. Donc, on diversifie. Alors, on fait bien sûr du pain d'épices. Alors, on va me dire, tout le monde en fait. Ben oui, mais nous, on a choisi un créneau, je vais dire une petite niche, où on met 70% de miel dedans, ce que les grands-mères faisaient à 4 heures. Difficile à faire. Hein. Ouh là là, il faut des moules spéciaux. C'est compliqué, mais on s'embête, mais ça vaut le coup. Voilà. Hein. Merci beaucoup Alexandre Poussard, et Gérard Larcher, le président du Sénat, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On évoquait à l'instant les circuits courts, on voit cet engouement des Français. Comment jugez-vous cette évolution? Elle est positive? Est-ce que ça représente une solution parmi d'autres à la crise que traverse le monde agricole? Elle est positive, mais c'est une solution parmi d'autres. Et ce n'est pas la solution pour l'avenir de l'agriculture. Il faut, par rapport à ces circuits, aussi une proximité de marché. Circuit court, mais aussi circuit dans un territoire, circuits territoriaux. Voilà les réalités auxquelles on peut apporter des réponses, sans jamais oublier que l'agriculture, c'est aussi un élément économique pour l'ensemble du pays. Je ne cesse de le redire. L'agriculture, c'est une économie qui contribue d'ailleurs au moindre déséquilibre de notre balance commerciale. Parce que l'agriculture, c'est excédentaire. Alors vous êtes depuis ce matin sur ce salon de l'agriculture. Comment jugez-vous le contexte? Est-ce que vous diriez qu'il est apaisé aujourd'hui, et notamment depuis l'adoption de la loi Egalim? Je ne sais pas si c'est l'adoption de la loi Egalim, parce que nous ne savons pas encore les conséquences de la loi Egalim. Mais nous sommes d'ailleurs, nous sénateurs, dans une volonté de suivi des effets de cette loi, pas sur 3 mois, pas sur 6 mois, mais sur au moins une période de 2 années, pour savoir ce qui a été la volonté partagée de manière transpolitique, qu'au fond, il y ait un juste partage de la valeur, pas simplement dans la distribution, pas simplement dans la transformation, mais aussi chez le producteur, qui était quelque part la variable d'ajustement sur les prix. Et donc, aujourd'hui, il y a une forme d'attente et je l'espère de confiance qui pourra se construire, mais nous sommes en même temps assez réalistes. J'ai vu une filière laitière qui allait mieux. Par contre, une filière viande qui s'interroge toujours. Et vous savez, quand on voit qu'on décapitalise des troupeaux entiers de vaches allaitantes, vous vous dites que c'est le signal d'une partie d'abandon du territoire. Et que face à ce signal d'abandon du territoire, il va falloir qu'on soit très attentif à cette filière de la viande bovine. Alors, vous dites qu'il y a des attentes, mais il y a aussi urgence à améliorer le revenu agricole. On voit qu'il y a encore beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas plus de 350 € de revenus par mois. Oui, beaucoup d'agriculteurs, on parle beaucoup en ces temps de grands débats de pouvoir d'achat. Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas l'équivalent du SMIC pour vivre. Et eux, ils ne comptent pas leur temps en 35 heures. Je crois que redonner aux agriculteurs un revenu qui soit convenable, c'est reconnaître leur travail. Pendant trop longtemps, on a eu une politique des prix qui n'a pesé que sur le producteur et qui, au fond, ne l'a pas rémunéré d'une manière qui soit juste. Oui. On sait ici que la thématique, c'est la lutte contre l'agribashing, ce qu'on appelle l'agribashing, ce dénigrement systématique. Vous l'avez ressenti aujourd'hui lors de votre visite? Non, aujourd'hui, on a le sentiment que il y a une volonté. Vous savez, il n'y a pas d'agriculture
qui soit en opposition avec la société. Mais il faut aussi que la société comprenne les contraintes de l'agriculture. Au fond, on a un besoin de respect, de partage et de compréhension mutuelle. J'ai été frappé il y a 10 jours, j'étais à l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Et dans ce milieu périurbain, parfois, je crois que les urbains doivent comprendre la réalité des agriculteurs. Ils se réjouissent d'aller dans une plaine, ils se réjouissent de partager des moments absolument extraordinaires dans un paysage qui est fasciné par les agriculteurs et façonné. J'utilise ces deux verbes volontairement parce qu'il y a une forme de fascination entre le territoire et les agriculteurs. Et je crois qu'il y a une pédagogie mutuelle à faire. J'ai vu des jeunes agriculteurs qui avaient cette volonté de pédagogie. J'ai envie de dire aux urbains aussi, allez à la rencontre des agriculteurs, comprenez-le. On parle beaucoup de territoire et le Sénat, c'est l'Assemblée des territoires. Le territoire sans agriculture et le territoire sans agriculteurs. Le territoire sans forestier, qu'est-ce que c'est? Un territoire sans agriculture, demain, je pense au secteur de l'élevage, c'est un territoire qui se referme. Nous avions 11 millions d'hectares, il y a 40 ans de forêt, il y en a 18 millions d'hectares. On peut s'en réjouir, en fait non. C'est le signe d'une déprise agricole. Et donc, je crois qu'on peut construire un avenir pour l'agriculture à la condition que notre société reconnaisse le rôle et la place des agriculteurs et qu'en même temps l'agriculture rentre dans ce mouvement de société qui exige de la qualité, qui est attentif à l'environnement. Mais vous savez, les agriculteurs, leur première nature, c'est d'être attentifs à l'environnement. Avec ce débat justement sur l'interdiction du glyphosate, est-ce que la France sera prête justement, est-ce qu'elle pourra respecter ces échéances pour sortir de l'utilisation de ce produit phytosanitaire très décrié? Je pense que la France est en avance puisque 17 pays de l'Union européenne utilisent des dérogations, beaucoup plus que nous. Il y a des décisions qui ont été prises. Ces décisions doivent être fondées, j'allais dire, sur une analyse scientifique. Et deuxième des choses, il ne peut pas y avoir de distorsion de compétitivité dans un marché commun agricole. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est quelle politique agricole commune? C'est la première politique européenne. Pas simplement en termes de masse budgétaire, parce que ça a été le premier projet européen. Et nous sommes à quelques semaines d'élections européennes. N'oublions pas que la politique agricole commune, ça n'est pas qu'une, j'allais dire, un processus financier de soutien à l'agriculture. C'est un projet en commun de souveraineté alimentaire pour l'Europe. Alors que nous assistons à une forme de fin du multilatéralisme, chacun pour soi, les États-Unis, la Chine, la Russie, je crois que nous devons avoir au cœur d'avoir un projet européen, notamment autour de l'agriculture, mais pas que de l'agriculture, qui soit un projet partagé. Justement, sur ce point, on a entendu le discours d'Emmanuel Macron samedi à l'ouverture de ce salon. Laurent Wauquiez, le président du parti Les Républicains, estime qu'Emmanuel Macron ment. Il dit, nous, on veut une refonte justement de la PAC. Est-ce que vous partagez cette analyse? Je pense que nous allons prendre au mot ce qu'a dit le président de la République. Pas de réduction budgétaire de la PAC. Premier engagement. Deuxièmement, une PAC qui emmène l'ensemble des agriculteurs et qui garde une agriculture à la fois proche de la société et en même temps compétitive au plan européen et au plan mondial. C'est ça le rendez-vous de la PAC. Moi qui suis un impénitent optimiste, je dis, avançons. J'attends du gouvernement et du président de la République, mais ça va être aussi le rôle du Parlement, que nous soutenions une vraie politique agricole commune, qui ne soit pas simplement une espèce de réduction budgétaire, une attrition de la politique agricole commune. Je crois que, y compris avec le départ des Britanniques, nous savons que là, nous aurons une réduction budgétaire liée au départ des Britanniques, eh bien, quelque part, nous pouvons refonder un projet européen commun sur les questions agricoles, sur les questions de défense, de sécurité, de frontières extérieures, parce que nous avons besoin en commun à la fois d'une Europe qui se conquiert, qui ne se laisse pas imposer par des puissances extérieures un certain nombre d'investissements stratégiques et qui, en même temps, se protège et relève un certain nombre de défis, notamment le défi du climat,
il faut aussi qu'on en parle. Eh bien, merci à vous, Gérard Larcher. Merci d'être venu en direct sur le plateau de Public Sénat. C'est la fin de ce salon ouvert. On se retrouve demain à 11h pour une nouvelle émission. Bonne suite des programmes à vous sur Public Sénat. Avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, vous a présenté Salon ouvert.